connectés. Bonjour à tous. La crise sanitaire vient souligner tout l'intérêt des offres financières responsables. Nos fonds couvrent toutes les classes d'actifs, les monétaires avec CMCIC Monnaie ISR, les obligataires avec le fonds CMCIC Green Bonds, fonds que nous avons parlé la semaine dernière et qui était tout à fait intéressant sur les obligations vertes, le fonds diversifié avec le fonds Global Flexible Sustainable et puis un fonds action avec le fonds CMCIC Objectif Environnement. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur ce fonds et j'ai le plaisir d'avoir à côté de moi la gérante de ce fonds, Madame Caroline Lamy. Alors, pour commencer, Caroline, peux-tu nous préciser, est-ce que c'est le bon moment, naturellement, pour investir sur ce fonds? Et puis nous préciser également tout le processus d'investissement très particulier qui mixte dans ce fonds une analyse financière poussée, bien sûr, une analyse thématique et puis une analyse ISR avec un grand nombre de critères qui nous permettent de qualifier l'ensemble des éléments que nous mettons à l'intérieur de ce fonds. Merci Jocelyn. Merci. Bonjour à tous. Donc, dans ce webinaire, nous allons essayer de vous expliquer pourquoi un fonds environnement aujourd'hui. C'est vrai que, comme le disait Jocelyn, la crise a été un révélateur et un accélérateur de tendance. Il faut aujourd'hui retrouver un équilibre entre les besoins et les frustrations au final de l'homme et son environnement. Donc le constat, vous le connaissez, d'une surconsommation qui a conduit à une explosion de la consommation d'énergie, d'eau, une explosion de la population mondiale. Face à ça, des enjeux environnementaux clairs, avec une augmentation de la température, la dégradation de la biodiversité. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de s'arrêter juste un instant sur la définition de l'environnement, la définition du Larousse. C'est l'environnement, c'est l'ensemble des éléments qui entourent ou une espèce et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins. Donc l'homme est un élément central dans la réponse aux enjeux environnementaux de préservation de la biodiversité et du réchauffement climatique. Donc sur la question pourquoi maintenant, après en 2015 la mise en place des 17 objectifs de développement durable de l'ONU, le pacte vert de l'Union européenne est aujourd'hui un accélérateur sur tout ce qui est sujet, qui adresse le sujet du climat entre autres, et qui donne une feuille de route avec différentes échéances, la volonté claire de l'Europe d'être neutre carbone en 2050. Et pour cela, un montant de 1800 milliards d'euros ont été évoqués l'accord est tombé entre les différents chefs d'État européens. Et sur ces 1800 milliards, 30% sont directement engagés vers la transition écologique. Donc les secteurs concernés sont l'industrie, l'industrie étant un des pans de l'activité économique qui est le plus polluant en Europe, entre autres. Les transports, le développement de transports durables est un élément de réponse. Le bâtiment et les logements qui aujourd'hui consomment à peu près, qui représentent 40% de la consommation énergétique en Europe. L'énergie et l'énergie durable est au cœur du sujet, puisque 75% des émissions de gaz à effet de serre en Europe proviennent de la consommation énergétique. Et enfin l'agriculture, de trouver des solutions qui soient effectivement moins polluantes et plus favorables à l'environnement. Donc dans cette approche, nous avons réfléchi pour le fonds à 5 piliers, 5 filtres thématiques qui vont correspondre à l'exposition des sociétés en portefeuille. Donc l'efficience environnementale, ça rassemble en fait le sujet pour arriver à l'objectif de 2 degrés. Un tiers des efforts à faire vise à l'efficacité énergétique. Donc, ce pilier efficience environnementale adresse 2 des objectifs de développement durable de l'ONU. Le 9, qui est l'industrie, l'innovation et les infrastructures, et le 13, la mesure de lutte contre le changement climatique. Vous voyez d'ailleurs que l'ODD numéro 13 est présent quasiment sur tous les piliers que je vous présente aujourd'hui. Les énergies alternatives, les énergies propres. Donc là, on retrouve les secteurs du solaire, de l'éolien,
la biomasse, de l'hydrogène et du stockage. Donc ce pilier adresse 2 ODD, dont l'énergie propre à un coût abordable. Aujourd'hui, c'est rendu possible aussi parce que l'effet de volume et d'économie de coût permet d'avoir une énergie propre à un prix raisonnable. Enfin, en 3e pilier, l'économie circulaire, tout ce qui est traitement de l'eau et des déchets, le recyclage, le packaging peuvent adresser cette thématique-là et contribuer à réduire l'empreinte environnementale de l'homme. Donc là, on retrouve 4 ODD, donc l'eau propre et l'assainissement, la vie aquatique, la vie terrestre également, et bien sûr toujours l'ODD numéro 13 qui correspond au changement climatique. 4e pilier, ville et mobilité du futur. Encore une fois, l'homme fait partie de la réponse. Donc l'urbanisation étant un sujet réel aujourd'hui, 55% des hommes vivent en ville. Et les villes représentent 70% des gaz à effet de serre. Donc par conséquent, adresser ce sujet fait partie de la réponse. Donc les secteurs qui vont répondre à ces éléments-là sont les transports collectifs, le ferroviaire, les compteurs intelligents pour mesurer justement la dépense énergétique. Et dernier pilier, encore une fois, l'humain reste au centre. Et donc replacer l'homme dans son environnement fait partie de la réponse qu'on essaye d'apporter dans la sélection des valeurs du fonds, avec des sociétés qui vont être présentes dans le diagnostic et la prévention par exemple, la distribution alimentaire qui se concentre de plus en plus vers des produits bio et tout ce qui est innovation technologique, innovation sur la santé. Bien, on comprend qu'il y a 5 thématiques. Est-ce que tu peux, Caroline, nous décrire une des thématiques à l'intérieur sur lesquelles on pourrait faire un focus ? Alors, je vous propose de faire un focus plus particulier sur le pilier économie circulaire. Donc, ce sont des chiffres qui sont assez frappants. Je ne vais pas tous les évoquer, mais 150 millions de tonnes de plastique sont actuellement dans l'océan et on en rajoute 8 millions de tonnes chaque année. 8 millions de tonnes chaque année. Le chiffre impressionnant, c'est un camion de poubelle toutes les minutes qui sont déversés dans les océans. Et on continue comme ça, les plastiques dans l'océan représenteront plus que les poissons d'ici 2050. Donc il est urgent de réagir. Une des solutions, c'est le recyclage et le retraitement du plastique, entre autres. Donc un des cas d'investissement qu'on a choisi de sélectionner, c'est la société Tomra. Donc Tomra a 2 activités principales. C'est un fabricant de machines de collecte de bouteilles, c'est à peu près la moitié de son activité. Il est leader du recyclage avec 75% de part de marché et des solutions de tri, de tri à la fois alimentaire et des déchets, des sociétés qui sont actives dans le segment du recyclage. Tomra, il fait partie, il va bénéficier d'une tendance de fond qui est indiscutable et mise en avant par l'Union européenne. L'objectif d'ici 2029 d'avoir 95% de plastique recyclé, en passant à 77% en 2025, sachant qu'aujourd'hui on est plutôt autour de 35%. Donc c'est une société qui répond à la thématique, qui a des perspectives de croissance extrêmement solide, avec 10 à 15% de croissance par an attendue. Et donc, c'est le genre de société qu'on aime bien et qu'on va sélectionner dans le fonds. Alors, comment est-ce qu'on arrive à cette sélection et comment est-ce qu'on intègre tout le processus ISR, justement, dans le fonds. Donc, ce slide un peu indigeste reprend justement toute la démarche qu'on a mis en œuvre dans la gestion. En amont de toute réflexion, on met à profit le travail de l'équipe de finances responsables et durables qui a été mise en place au Crédit Mutuel Asset Management, donc qui est constitué aujourd'hui de 5 personnes et qui font tout le travail d'analyse extra-financière, qui participent au vote aux assemblées générales de toutes les sociétés en portefeuille pour l'ensemble des gestions et dont évidemment le fonds CMCIC Objectif Environnement. C'est grâce à ce travail qu'on arrive à éliminer en amont les sociétés qui ne correspondent pas aux critères et à la philosophie du Crédit Mutuel Asset Management.
Chaque entreprise doit respecter un certain nombre de piliers, un pilier social, un pilier environnemental, économie et sociétale, gouvernement d'entreprise et tout ce qui est engagement. Ces différents éléments permettent à l'équipe de finances responsables et durables de noter sur 10 chacune des sociétés, et ce qui nous permet aussi d'éliminer les mauvais élèves. Ces sociétés sont ensuite classées entre 5 compartiments, et dans la sélection qu'on va ensuite appliquer pour répondre aux filtres que je vous ai présentés précédemment, donc la partie thématique, nous éliminons tout ce qui est dans ces 5 compartiments, les meilleurs étant 4 et 5, on élimine le 1 et le 2 et on est majoritairement investi plutôt dans les bons élèves. Donc ça, c'est le filtre qui est réalisé en amont. Donc Caroline, toute la notation se situe là. Toute la notation va se situer à ce niveau-là, la notation ESG par exemple. La notation se situe là. Après, on aura beaucoup d'interactions avec l'équipe Finance Responsable et Durable au quotidien, ne serait-ce que pour les alertes et les controverses. Quand nous rencontrons les sociétés, on peut aussi avoir des éléments qui viennent enrichir, notamment l'aspect gouvernance des choses. Donc c'est vraiment imbriqué dans l'analyse financière et la sélection des titres. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cet univers avec les notations qui sont un peu... c'est factuel, hein, les entreprises, elles vivent. Donc les données sont enrichies à la fois par leur approche et la nôtre. Donc on filtre ensuite de manière thématique, ce qui nous a en l'occurrence fait éliminer pour l'instant des secteurs comme le pétrole ou le secteur bancaire, qui ne sont pas directement, de par leur activité, un élément de la réponse qu'on cherche aujourd'hui. Viennent ensuite la partie analyse fondamentale. Donc là, c'est notre savoir-faire. On analyse de manière financière depuis de nombreuses années toutes les sociétés en portefeuille. Donc c'est cette connaissance en profondeur des sociétés qui nous permet aussi de sélectionner des sociétés pour faire de la performance, parce que l'engagement, il n'est pas uniquement de répondre à des objectifs environnementaux, mais également de performance, enfin avant tout de performance. Et donc c'est dans cet échange-là qu'on réduit encore l'univers entre l'approche financière et extra-financière, et de là va découler une construction de portefeuille selon des critères de potentiel et de qualité d'entreprise. Et donc on vise à avoir un portefeuille concentré entre 45 et 50 valeurs. Idéalement, on peut aller jusqu'à 60. Le fait d'aller jusqu'à 60, c'est notamment lorsqu'on intégrera des plus petites valeurs en portefeuille. Donc on vous ouvre le moteur en fait, on vous explique un peu comment on travaille au quotidien pour arriver à sélectionner les titres. Encore une fois, c'est de l'analyse financière pour arriver à des sociétés de qualité qui vont avoir, dans une deuxième étape, un potentiel de revalorisation. Donc là, c'est des méthodes d'analyse financière classiques qui sont utilisées. Et bien sûr, chacune des sociétés doit, par son activité, avoir un élément de réponse significatif aux questions qu'on a pu se poser sur la thématique. Alors Caroline, tous ces éléments extrêmement intéressants donnent un résultat, et ce résultat, c'est quoi en termes de répartition parmi les piliers et en termes d'évolution? Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur cette gestion? Alors, le portefeuille, aujourd'hui, en toute transparence, si ça passe. La suivante. Voilà. Donc là, vous avez la photographie du portefeuille répartie par pilier, c'est-à-dire que chaque société en portefeuille répond à au moins une des thématiques, et c'est la principale qui est prise en considération là. Donc l'ensemble des piliers sont représentés. Vous voyez que les énergies alternatives ont la part belle aujourd'hui dans le portefeuille, mais il n'y a pas d'objectif de représentation d'un pilier plutôt qu'un autre. Ça va vraiment être la sélection des titres et le potentiel d'appréciation qui va rentrer en considération. Sur le slide suivant, vous avez la photographie par répartition sectorielle versus 2 indices pour vous donner un peu l'indication. Donc, comme je vous l'ai expliqué, nous avons éliminé des secteurs, ce qui fait qui ne correspondaient pas à la thématique, ce qui induit des biais. Donc, les secteurs les plus représentés sont les services industriels et les utilities, donc tout ce qui est énergie renouvelable. Donc, c'est un fonds qui n'est
ni croissance ni value, mais qui est un fonds thématique. Et donc la thématique se traduit en conséquence par une allocation sectorielle un tout petit peu marquée. Alors ça, c'est le cœur du sujet. C'est là que tu analyses le top 10 et la résultante du classement, et notamment du classement ISR qui a été mis en place avec l'équipe d'analyse responsable. Alors effectivement, Jocelyn, là sur ce slide, on retrouve le top 10 avec des sociétés qui ont particulièrement bien performé depuis le début de l'année comme Solaria. Donc Solaria, c'est un acteur pur du solaire, essentiellement présent sur la péninsule ibérique et qui a extrêmement bien performé. L'intérêt, c'est d'avoir des contrats très longs. Et honnêtement, quand on voit tous les projets en développement au niveau européen sur le sujet du solaire, il n'est pas prêt d'avoir une activité qui s'arrête ou qui soit mise en question. Donc, le sujet de la classification du pôle finance responsable et durable que tu évoquais, donc ce sont les compartiments 4 et 5 là, qui sont clairement représentés. Donc ça illustre bien que nous avons éliminé les mauvais élèves. Et donc on a une belle représentativité de l'ensemble des thématiques dans ces 10 premières positions du fonds. On voit néanmoins que l'énergie alternative est un secteur assez privilégié dans ton fonds. On notait tout à l'heure 25% d'investissement dans ce secteur. C'est une volonté ou c'est le fruit tout simplement du résultat des analyses ISR? Alors, c'est une combinaison d'analyse financière, mais surtout du potentiel d'appréciation que nous avons estimé côté analyse financière, pour le coup. Donc, il nous semblait que ce secteur était en plein essor. Donc, encore une fois, l'annonce du pacte vert au niveau européen, même s'il ne va se déclencher qu'à horizon 2022-2023, est un soutien, en tout cas, dans les perspectives moyen-long terme. Dans les valeurs qu'on sélectionne, on se projette sur au moins 3 à 5 ans. On n'est pas là pour... donc on accompagne les sociétés dans leur développement. On n'est pas là pour juste un an. Donc ça, c'est aussi la démarche responsable, je pense, c'est de participer aux différents projets de cette manière-là. L'autre soutien des énergies alternatives, c'est il faut de l'énergie verte pour un certain nombre de projets. On parle beaucoup de l'hydrogène. L'hydrogène vert passe par des énergies vertes en amont. Et donc, c'est un deuxième soutien au déploiement de ces activités-là. Donc oui, c'est un élément auquel on croit d'un point de vue fondamental. Si je continue sur la représentation, donc là, c'est effectivement l'illustration de la répartition du portefeuille par rapport aux critères extra-financiers. Donc sur la colonne de droite, vous voyez la répartition majoritairement du fonds sur les compartiments 4 et 5. Alors de manière illustrative, le compartiment 5 représente presque 35% du fonds, alors qu'on est plutôt entre 15 et 20 selon les indices. Donc clairement, les bons élèves sont privilégiés. Et de la même façon, du coup, le compartiment 3 est plutôt sous-représenté par rapport au reste des indices. L'araignée vous illustre également le découpage qui est fait par le pôle finance responsable et durable sur tous les éléments. Et donc on voit bien que notamment sur la note E, donc de l'environnement, le fonds ressort plutôt au-dessus de la moyenne. Ce sont des éléments qu'on va suivre dans le temps avec l'équipe d'Isabelle Delattre. Eh bien, et si on regarde le résultat de tous ces travaux, de cette analyse ISR, de l'analyse de segmentation, de l'analyse financière, eh bien, on voit qu'au total, il y a un retour extrêmement intéressant, puisque ce fonds fait en performance plus 3,70 versus son indice qui est à moins 11,27. Et là, je suis arrêté au 14 octobre, c'est des chiffres extrêmement frais. Et donc, on voit bien que là, il y a une vraie différenciation. Lorsqu'on investit sur ce fonds, c'est à la fois le bon moment en termes de timing et d'objectifs environnementaux, mais c'est aussi un bon moment pour un aspect investissement et retour sur investissement. Je suis en performance depuis le début de l'année, YTD, bien sûr, year to date. Et donc ça me donne l'occasion de
Oui, ces résultats sur illustrer la performance grâce au travail d'équipe de l'équipe que je vous présente là à l'écran. Donc, encore une fois, ce fonds est géré de manière collégiale. Avant de prendre une décision d'investissement, on doit convaincre chacun des membres de l'équipe. Donc, nous sommes 5. Pour mémoire, chacun est responsable de 3 à 4 secteurs. Donc ça, c'est vraiment important pour comprendre la finesse d'analyse qu'on peut avoir quand on sélectionne une valeur. Chacun a également des fonds thématiques sous sa responsabilité, donc une expérience. Et donc c'est une discipline en gestion qui a fait ses preuves. Et je pense que toute cette culture d'analyse financière et de gestion est mise en œuvre au profit de ce fonds. Et donc la crédibilité vient aussi de cette cohésion et du fait qu'on sait depuis longtemps travailler ensemble et échanger et construire de la performance. Donc c'est une belle expérience qui commence à faire ses preuves au-delà de juste nos fonds individuels et j'en suis particulièrement contente. Caroline, pour conclure cette première partie de présentation, est-ce que tu peux nous écrire l'ADN du fonds, autrement dit les quelques idées qu'il faut retenir sur ce fonds et qui te semblent importantes? Donc le fonds, pour moi, c'est un fonds éco-citoyen, un fonds qui participe à la transition écologique via des investissements dans des entreprises qui sont actrices des enjeux environnementaux. Et avant de faire une révolution verte, je pense qu'il faut commencer par agir à son niveau. Et je vais conclure par cette phrase de Confucius qui déplace des montagnes, commence par déplacer de petites pierres. Eh bien, c'est une bien belle image. On va attendre quelques instants les questions du chat. Je regarde. Attention. Alors, j'ai une première question. Alors, je la reformule, mais c'est l'idée. Parmi les 5 piliers qu'on a évoqués, on a bien vu que l'analyse thématique est basée sur 5 éléments. Est-ce qu'il y en a une qui demande une attention un peu plus particulière? Je m'explique. C'est précisé, titre plus rare, information moins disponible, mouvement plus important. Est-ce qu'il y a un pilier plus difficile à renseigner que d'autres? Alors je dirais que non, ça n'est pas un problème de pilier, mais plus parfois de disponibilité de l'information. C'est-à-dire qu'on a construit ce fonds avec, pour l'instant, une majorité de valeurs de grande capitalisation boursière liquide, et on cherche à identifier des acteurs purs. Et en fait, aujourd'hui, des acteurs purs sur ces thématiques-là, on a parfois du mal à en trouver des acteurs investissables. D'une part, et d'autre part, les petites entreprises sont souvent des sociétés qui ne diffusent pas forcément toute l'information extra-financière dont on a besoin. Donc c'est de l'information qu'on va chercher au fil de l'eau avec l'équipe Finance Responsable et Durable. Et donc on vient enrichir l'univers investissable possible au fil de l'eau. Donc c'est un travail de longue haleine. Mais ce n'est pas vraiment une difficulté, c'est aussi très intéressant. Alors j'ai une question un petit peu pointue. On voit qu'il y a eu des auditeurs très attentifs. On signale dans la répartition sectorielle, on voit un secteur oil and gas. Alors, ce secteur, spontanément, ça ne semble pas totalement naturel, mais je pense que derrière, il y a des valeurs bien spécifiques qui permettent d'en expliquer la présence. Alors tout simplement, il y a une société qui s'appelle Neste, anciennement Neste Oil, et qui fait alors je retrouve la répartition, voilà, et qui fait en fait du biofuel à partir de déchets organiques, que ce soit les déchets des restaurants ou tout un tas de déchets organiques. Et donc c'est un biodiesel qui est ensuite rajouté en composant de diesel existant, voilà. Donc on n'a aucune pétrolière pure, voilà, c'est ça qu'il faut dire. Je n'en doutais pas. Peut-on revenir sur les liens entre l'équipe donc Fred, donc de gestion de l'aspect socialement responsable, et la gestion financière, les liens entre les deux, comment se passe cette relation nécessairement étroite entre ces deux équipes?
Alors, la relation avec l'équipe du pôle finance responsable et durable se situe à plusieurs niveaux. En amont, donc encore une fois sur la notation, mais également sur chaque nouvelle société rentrée en portefeuille, qui n'est peut-être pas encore travaillée et étudiée par l'équipe de finance responsable. On va leur demander de le faire, donc ça prend au moins 3 jours. Et puis, parfois, les informations ne sont pas encore datent un petit peu. Et donc, si le rapport ISR de l'entreprise date de plus de 3 ans, mécaniquement, il va avoir une note un peu moins bonne. Donc, le fait de les solliciter, ça va les engager à les mettre dans leur liste prioritaire et à aller interroger les sociétés. Voilà. Il y a un autre élément, c'est la gestion des controverses. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver au fil de l'eau. Et donc, ils nous alertent s'il y a des controverses sur des sociétés que nous pouvons avoir en portefeuille. Et dans ce cas, combien de temps met un titre à rentrer en portefeuille, ou combien de temps reste-t-il dans cette phase un petit peu intermédiaire avant d'être éligible ? Alors, c'est difficile de mesurer un temps parce que d'une part, il y a les sociétés qu'on connaît déjà, donc sur lesquelles on peut prendre une décision relativement rapide une fois que c'est passé au filtre de l'équipe finance responsable et durable. Ensuite, on peut avoir des études de sociétés dans l'univers, mais avant de la rentrée en portefeuille, comme je vous le disais, il faut convaincre tout le monde de l'équipe, donc les 5 personnes. Il faut pouvoir faire un arbitrage, puisqu'on limite le nombre de sociétés en portefeuille. Donc si on rentre une nouvelle société, il faut pouvoir en sortir une autre. Et enfin, il faut que l'objectif de cours soit suffisant pour permettre une performance attractive. Et donc, dans ce contexte-là, ça dépend. Oui, énormément de questions. Quelle est dans quelle marge de progression le fonds se situe ? Autrement dit, je pense que je traduis la question. Il y a une notation moyenne du portefeuille. Je pense que celle-ci peut progresser au fur et à mesure du temps. Et sous quelles conditions ? Alors, les indicateurs extra-financiers font partie de notre suivi. Donc dans le reporting notamment, vous verrez qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qu'on va suivre dans le temps. L'objectif étant bien sûr que ça s'améliore ou que ça progresse dans la bonne direction. Et par rapport à cela, l'avantage d'avoir l'équipe finance responsable et durable à nos côtés, ça nous permet aussi d'avoir une démarche d'engagement vis-à-vis des sociétés, de vérifier que ce soit sur des critères comme la consommation d'eau, le retraitement des déchets ou la conception et la réalisation des produits. Très bien. Eh bien, sur cette dernière question et sur cette réponse, je crois que nous allons conclure cette présentation sur le fonds CMCIC Objectifs et Environnement. Je crois qu'il faut retenir que c'est un fonds qui est au bon moment, avec un timing parfaitement maîtrisé, une équipe efficace, et puis en résultat, on voit bien une thématique qui est parfaitement analysée et avec des résultats qui sont à la hauteur. Merci Caroline. Merci à vous.